Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui concerne Erasmus+, dans le premier et le second degré. Pour présenter Laura Rodriguez de l'agence Erasmus+, je te laisse te présenter. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. En effet, Laura Rodriguez, je suis chargée de promotion et d'animation sur le secteur scolaire à l'agence Erasmus, qui est basée à Bordeaux et qui gère les fonds européens pour le volet éducation et formation du programme. Cette formation, elle a pour objectif de vous présenter les différentes opportunités d'Erasmus+, comme l'a dit Sylvain, pour le primaire et pour le secondaire, avec un focus tout particulier sur une des possibilités du programme, qui est la mobilité du personnel et des élèves et les synergies qui sont possibles avec eTwinning. L'idée, c'est qu'on présente ces actions-là et il y aura un temps de questions-réponses ensuite. Alors, la première chose, c'est de vous présenter un petit peu Erasmus+. Erasmus+, c'est quoi? Erasmus+, c'est un programme européen qui permet de financer différentes actions en faveur de l'éducation et de la formation, ce dont on va parler aujourd'hui, et en faveur de la jeunesse et du sport. C'est important à savoir, hein. Erasmus+, c'est éducation, formation, jeunesse et sport. C'est géré par deux agences au niveau national. Une agence qui gère le volet éducation et formation, dont je fais partie, basée à Bordeaux, et une agence qui gère le volet jeunesse et qui est point d'information pour le volet sport, qui est, elle, basée à Paris. Donc ça, c'est le cadre général d'Erasmus+. Ce qu'il y a à savoir, c'est que Erasmus+, c'est une programmation qui dure 7 ans et nous avons lancé donc en 2021 une nouvelle programmation, donc Erasmus+ 2021-2027, qui a connu donc une hausse budgétaire sans précédent, en plus de 80% de budget sur cette programmation-là, donc 28 milliards d'euros disponibles, donc des projets de qualité et en nombre qui sont attendus sur cette période-là. Important à savoir aussi, ce nouveau programme-là, il s'articule autour de 4 priorités, autour desquelles les projets devront réfléchir et devront essayer d'agir. C'est des priorités qui correspondent évidemment à des priorités politiques au niveau européen et au niveau national, à savoir l'inclusion et la diversité, hein, faire des projets qui permettent l'accès du programme aux personnes qui en ont le plus besoin, hein, favoriser l'inclusion des personnes en difficulté dans le programme. Une priorité autour du numérique, que ce soit donc par l'éducation à et par le numérique, avec l'utilisation notamment de plateformes comme vous connaissez, la plateforme eTwinning. Une priorité également à la transition écologique, donc mettre en avant des projets qui réfléchissent à l'éco-responsabilité, l'éducation au développement durable, etc. Et une priorité autour de la citoyenneté européenne, l'objectif du programme étant de construire des citoyens européens actifs et pleinement conscients de l'Europe qui les entoure. Alors, les pays du programme Erasmus+ a été nombreux à interroger un petit peu, vers où on peut partir, avec qui on peut collaborer. Donc, il faut savoir que, les pays du programme Erasmus+, c'est les 27 pays membres de l'Union européenne, ceux que vous avez de manière, colorée, sur cette carte, auxquels s'ajoutent, d'autres pays, à savoir la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Turquie et la Serbie. À savoir, hein, suite au Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie des pays membres du programme Erasmus+. Vous êtes nombreux à nous demander comment se rendre au Royaume-Uni. C'est donc plus un pays qui ne fait partie du programme. Donc les mobilités se font sur les pays hors Royaume-Uni, on va dire. À savoir aussi qu'il existe des possibilités de coopération dans le monde entier. Donc en dehors de ces pays-là, hein, il est possible de coopérer avec les pays du reste du monde sur différentes actions et pour certains projets très particuliers dans le programme Erasmus, qui est quand même avant tout un programme européen. Alors, à quoi ça ressemble ce programme Erasmus 2021-2027? Donc, il s'articule autour de 4 secteurs éducatifs, hein. On dépose un projet sur le secteur éducatif auquel on appartient, à savoir donc l'enseignement scolaire qui couvre donc les établissements de la maternelle au lycée, des voies générales et technologiques. L'enseignement et la formation professionnelle qui là va couvrir tous les CAP, lycée, enfin bac professionnel, CFA jusqu'au niveau 4. L'enseignement supérieur, donc là, on est sur tous les diplômes post-bac et si certains d'entre vous travaillent dans des lycées avec des sections BTS, sachez que les BTS relèvent bien de l'enseignement supérieur et un secteur éducation des adultes qu'on n'abordera pas trop aujourd'hui, qui est un secteur plutôt d'éducation non formelle, informelle, d'éducation tout au long de la vie.
Donc ça, c'est les 4 secteurs du programme. Et sur ces 4 secteurs-là, il est possible de mener 2 types de projets. Des projets qui relèvent de l'action clé 1, la mobilité, et on peut y accéder de 2 manières, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, hein. Donc soit via une accréditation qui permet de pérenniser des projets dans un établissement, soit avec des projets de mobilité de courte durée. Et une deuxième action clé qui est l'action des partenariats. Donc là, on est plutôt sur des projets de collaboration. On ne passera pas trop de temps aujourd'hui puisque c'est pas l'objet de cette formation qui est plutôt concentrée sur la partie 1, donc les mobilités. Donc voilà ce qu'il est possible de faire, on va dire, cette architecture générale du programme Erasmus. Alors, pour faire quoi plus concrètement, hein, on va rentrer un peu plus dans le détail des possibilités offertes par le programme et ce qui vous intéresse concrètement avec Erasmus, qu'est-ce que je peux faire? Donc, la première chose, ce que je vous ai dit, hein, l'action clé 1, c'est des projets de mobilité. Des projets de mobilité, donc pour financer la mobilité, que ce soit des personnels, des élèves, en Europe et au-delà, pour aller donc se former, observer des pratiques, enseigner, échanger, des mobilités qu'on peut faire seul ou en groupe en fonction des activités prévues. Alors, plus en détail, 2 types de mobilité, la mobilité des personnels et des élèves. Commençons par la mobilité des personnels. Donc, en tant que personnel, pourquoi on aurait envie de partir se former avec Erasmus? Bah, tout simplement pour découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques, pour développer des compétences, pour renforcer sa motivation, l'esprit d'équipe dans l'établissement, pour insuffler une dynamique de projet entre les équipes des établissements. Ça, c'est tout plein de possibilités et d'impacts qu'on remarque sur les personnels partis en mobilité. Alors, quelles activités sont financées spécifiquement? Donc, il y a plein de choses qui sont possibles de faire, mais ça rentre dans ces 3 types d'activités financées. Donc là, c'est bien la mobilité des personnels. La première option, c'est de partir suivre un cours ou une formation. La deuxième option, c'est de partir observer des pratiques dans un établissement. Et la troisième option, c'est partir enseigner en Europe. Alors, on va rentrer dans le détail pour chacune de ces activités. Donc, la première activité, suivre un cours ou une formation. Donc là, c'est tout simplement aller suivre dans un organisme de formation européen, d'aller suivre un cours sur une thématique donnée, qui peut être très très large, hein. Ça peut être sur l'utilisation des médias, sur les pratiques pédagogiques inclusives, sur des langues, ça peut être des compétences métiers, hein, des formations sur le métier, mais ça peut être aussi des formations à type de développement personnel, par exemple. Donc ces formations-là, elles peuvent durer de 2 à 30 jours. Et il faut savoir qu'Erasmus prend en charge les frais d'inscription au cours, en plus hein, des autres forfaits, bien sûr, pour les déplacements et les frais de séjour. Mais si vous partez sur une formation payante, Erasmus prendra aussi en charge l'inscription à ces cours. Donc ça, c'est la première activité possible pour les personnels. La deuxième, c'est donc l'observation de pratiques. Donc partir dans un établissement européen pour aller observer soit les techniques de collègues, soit aller améliorer des pratiques en équipe auprès d'homologues européens, ou alors permettre à des personnels, par exemple, d'observer la manière d'améliorer le climat scolaire dans un établissement partenaire. Observer des pratiques, hein, c'est très large et c'est tous les personnels de l'établissement qui peuvent le faire. C'est une activité qui peut durer de 2 à 60 jours dans un établissement européen. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces activités, on peut partir en équipe et on peut mêler, par exemple, des personnels enseignants et des personnels non enseignants de l'établissement pour justement renforcer cet esprit d'équipe au sein de l'établissement. Et enfin, la dernière activité pour les personnels, c'est la mission d'enseignement. Donc là, c'est l'idée hein, d'aller enseigner soi-même dans un autre établissement européen, par exemple pour développer ses compétences en langue, pour confronter ses pratiques à celles d'homologues européens. Et c'est une activité qui peut durer de 2 jours à 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être quelque chose qui est réciproque, c'est-à-dire on organise la mobilité d'un personnel en échange de la mobilité d'accueil d'un autre personnel européen. Excusez-moi. Donc ça, c'était les activités pour les personnels. Il est aussi possible dans un projet de mobilité Erasmus de prévoir le financement d'accueil d'autres collègues européens. La possibilité, par exemple, d'accueillir un expert pour qu'il vienne dispenser une formation. Donc, par exemple, si vous travaillez autour d'un projet avec des partenaires européens sur
sur la réalisation d'un documentaire en classe, vous pouvez faire venir un expert, un professionnel du milieu du cinéma, par exemple, pour intervenir soit auprès de vos équipes éducatives ou auprès des élèves. Vous pouvez aussi faire venir intervenir un politique, etc. On est bien sur la moitié européenne, hein. L'idée, c'est qu'on fasse venir quelqu'un d'Europe dans son établissement. Donc ça, c'est une des possibilités. Et l'autre possibilité qui est en plein essor, c'est l'accueil d'un enseignant en formation. Donc une personne qui serait en cours de formation au métier d'enseignement quelque part en Europe, qui viendrait faire son stage de pratique dans votre établissement. Donc c'est l'occasion pour vous de donner une première dynamique d'ouverture à l'Europe dans votre établissement en accueillant un futur enseignant qui puisse venir observer les pratiques, mais aussi en même temps peut-être donner des cours de langue et faire une première immersion comme ça pour vos classes à une dimension européenne. Donc ça, c'est une possibilité aussi quand on n'est pas prêt à se lancer pour nous partir, c'est commencer par se proposer en structure d'accueil pour des mobilités de collègues européens. Je vous disais donc que c'était pour tous les personnels et ça c'est quelque chose qui est important. On a toujours cette image de Erasmus est réservé pour les profs de langue. Alors c'est pas le cas, hein. C'est bien les enseignants, tous les enseignants de toutes les matières, mais c'est aussi possible d'organiser des mobilités pour tous les personnels administratifs, les personnels de direction, les personnels techniques d'un établissement et pour toutes les personnes qui interviennent sur le temps scolaire, animateurs sportifs, animateurs culturels, qui interviennent de manière régulière dans l'établissement sont considérés comme personnel établissement, ils peuvent aussi bénéficier du projet Erasmus de votre établissement. Donc ça, c'était les mobilités des personnels. Maintenant, passons à la mobilité des élèves. Donc là, les élèves, on les fait partir pour qu'ils puissent développer des compétences sociales, interpersonnelles, pour s'affirmer, pour gagner en confiance en soi, pour développer de l'ambition scolaire, de la motivation pour les études, pour faire une première rencontre avec voilà, des homologues européens, pour développer la tolérance, du respect, etc. Donc ça, c'est tout plein de possibilités aussi pour les élèves. À savoir que les activités qui sont financées sont variables et elles varient évidemment en fonction du secteur éducatif dont vous dépendez, enfin dont les élèves dépendent, hein. Souvenez-vous, je vous ai parlé du secteur scolaire, du secteur de la formation professionnelle. Les activités sont différentes en fonction des secteurs éducatifs, mais sachez que donc dans le secondaire ou dans le primaire, les activités qu'on retrouve, donc voie générale ou voie professionnelle, sont globalement celles-ci. La participation à un concours de métier, plutôt voie professionnelle, la rencontre d'autres élèves européens, plutôt voie scolaire, le stage dans une entreprise qui peut être sur les deux secteurs, ou l'idée de partir suivre une partie de sa scolarité en Europe, et là c'est sur tous les secteurs du programme. Alors, un peu plus dans le détail également, la mobilité de groupes d'élèves, donc elle est réservée au secteur scolaire. C'est donc typiquement hein, le voyage scolaire ou les échanges scolaires tels que certains ont pu le connaître sur l'ancien programme Erasmus. Pour vous qui menez des projets e-twinning, hein, c'est dans ce cadre-là que vous pouvez poursuivre les projets pédagogiques que vous avez entamés avec vos partenaires en ligne. Si vous souhaitez donc faire partir un groupe classe, rencontrer vos partenaires européens, c'est cette activité-là qui sera à mettre en œuvre. L'idée donc c'est de partir avec une partie de sa classe ou sa classe à la rencontre d'une autre classe en Europe. Cette mobilité elle s'effectue dans un établissement scolaire européen pour travailler sur des thématiques qui peuvent être très très larges. On peut travailler autour de la sensibilisation aux gestes éco-responsables, on peut travailler sur une pièce de théâtre en plusieurs langues, sur un rallye mathématique, etc. Les idées sont bien sûr données au hasard, mais vous avez des millions de possibilités, on va dire, sur cette activité-là. Elle peut durer de 2 à 30 jours. Elle est bien sûr, cette mobilité elle se fait en présence d'accompagnateurs hein, qui sont aussi financés dans la mobilité. Et il faut savoir qu'il y a une participation financière supplémentaire qui est donnée pour encourager la mobilité des élèves qui ont moins d'opportunités. Donc on pense aux élèves en décrochage scolaire, en situation socio-économique un petit peu en difficulté ou aux personnes en situation de handicap, etc. Une possibilité là d'encourager la participation de ces élèves grâce à un soutien financier supplémentaire. La deuxième activité, et là, elle est plutôt sur le secteur de la formation professionnelle, c'est de participer à un concours de métier. Donc ça, c'est une nouveauté du programme Erasmus de cette programmation 2021-2027. C'est l'idée de partir avec une partie de sa classe ou un groupe d'ambassadeurs d'élèves, tester ses compétences face à celles de partenaires européens.
Donc ça peut être dans le cadre d'une Olympiade des métiers très officielle, comme il en existe un petit peu partout en Europe, mais ça peut être aussi lors d'un événement qui réunit plusieurs partenaires européens. Donc il faut évidemment qu'il y ait une dimension européenne et internationale. Mais l'idée, voilà, c'est de partir avec un groupe d'élèves, affronter, on va dire, d'autres élèves européens autour de compétences métiers. Donc c'est une activité qui peut durer de 1 à 10 jours. Et pareil, on retrouve, excusez-moi, le même bonus inclusion pour encourager la mobilité des élèves qui ont moins d'opportunités. Je m'excuse, je suis un petit peu malade. Ensuite, dernière activité possible, et là elle est possible sur les deux secteurs éducatifs, donc enseignement scolaire et voie professionnelle, c'est l'idée de partir suivre une partie de sa scolarité. Alors pour un élève de la voie générale, hein, c'est partir suivre des cours, aller dans un collège ou un lycée, suivre une partie de sa scolarité sur une période donc, qui peut aller de 10 jours à 1 an. Pour aller étudier tout simplement en Europe. Ou pour un élève de la voie professionnelle, c'est pareil, donc partir faire sa formation professionnelle dans un organisme de formation professionnelle européen ou aller faire du stage en entreprise en Europe. La PFMP, par exemple, pour les lycéens de bac professionnel. L'idée là, c'est qu'il y a deux possibilités. Elle peut se faire sur une courte durée. Donc la courte durée sur le scolaire, c'est de 10 à 30 jours. Sur la formation professionnelle, c'est de 10 à 89. Et elle peut être de longue durée, donc au-delà de 30 jours sur la voie scolaire, au-delà de 90 jours, ce qu'on appelle l'Erasmus Pro sur la voie professionnelle, jusqu'à 1 an dans les deux cas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à partir de 2022, la mobilité individuelle dans la voie générale, qui était jusque-là pas spécialement reconnue et qui donnait lieu, si elle était de longue durée, souvent à des redoublements, c'est-à-dire un élève qui partait faire 1 an, on considérait ça comme une année de césure, hein, l'élève qui partait 1 an à l'étranger dans le parcours du lycée. Il faut savoir qu'elle sera reconnue dans le parcours scolaire à partir de la rentrée prochaine. C'est ce qui a été annoncé hein, donc, par le ministre lors de la conférence Osons la mobilité qui a eu lieu en janvier dans le cadre de la PFUE. C'est donc cette nouvelle possibilité. Donc, on retrouve beaucoup d'informations sur cette page dédiée sur le site éducation.gouv. Hein, donc, lycéen partir étudier en Europe avec Erasmus, avec ce petit flyer de présentation à télécharger, qui reprend ses idées principales, à savoir, donc, à partir de 2022, dès la seconde, via la signature d'un contrat d'études entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil, on pourra donc inscrire les notes, les appréciations, etc., pour intégrer, reconnaître cette expérience de mobilité dans le parcours scolaire de l'élève en seconde. Et à partir de la rentrée 2023, donc de la rentrée prochaine, il sera possible pour un élève qui partirait faire une mobilité de 4 semaines sur le temps scolaire dans un établissement européen, pourra faire valoir cette expérience de mobilité dans le cadre de son examen du baccalauréat, avec une option facultative qui peut lui rapporter des points en plus, comme ça existe déjà sur la voie professionnelle, hein, ce qu'on appelle l'UFM, l'unité facultative de mobilité. Donc ça, c'est quelque chose qui encourage hein, vraiment cette participation des élèves pour aller tout simplement de manière individuelle faire une partie de leur scolarité en Europe. C'est une activité qui n'est pas encore beaucoup utilisée dans le programme Erasmus, mais qui mérite à être connue et à être utilisée plus largement. Je vous disais qu'il y avait un focus inclusion sur ce programme-là et on insiste beaucoup dessus. Erasmus, c'est pas réservé aux élèves qui sont dans des classes bilingues, en section européenne, etc. C'est pas que pour ces élèves-là. On pense bien sûr à tous les élèves, donc à intégrer ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui ne partiraient pas si Erasmus n'existait pas. Les élèves en réseau d'éducation prioritaire, les élèves allophones. On a eu une question hein, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire partir les élèves du PE2A? Bien sûr. Les élèves en décrochage scolaire, en territoires ruraux, en dispositif ASH, etc. Bien sûr, c'est possible, c'est encouragé. Et sachez que voilà, si le déplacement de ces élèves nécessite des frais supplémentaires, ils seront pris en charge par le programme Erasmus+, l'objectif étant toujours de favoriser l'égalité des chances et l'inclusion. Alors, maintenant qu'on a vu les possibilités, concrètement, comment on se lance dans un projet Erasmus, on n'est plus vraiment sur des projets où c'est une démarche individuelle de je veux partir moi en mobilité, je candidate moi-même. On est sur des projets qui sont des projets d'établissement pour se lancer dans un projet de mobilité, que ce soit via une accréditation ou via un projet de courte durée. La première chose qu'il va falloir faire, ça va être créer une équipe projet.
Donc, réunir autour d'une table les différents personnels d'établissement qui peuvent être intéressés et qui peuvent apporter quelque chose au projet. Donc, on a souvent des personnes qui sont à l'initiative de projet, les personnes qui vont lancer la dynamique, mais sachez qu'il ne faudra pas se lancer seul dans un projet, ça nécessite une équipe projet, un comité de pilotage Erasmus+ dans votre établissement. L'idée, c'est que le projet Erasmus s'insère bien dans votre projet d'établissement. Donc, idéalement, on fait valider ce projet-là, bien sûr, en conseil d'établissement pour que ça s'inscrive vraiment dans la politique de la structure. Dans cette équipe projet, il y a des personnes qu'il va falloir absolument intégrer. Alors, je vous ai parlé de la personne qui initie, le responsable pédagogique. C'est la personne qui a l'initiative du projet et qui est force de proposition, qui impulse cette dynamique-là et qui va suivre les aspects qualitatifs, les objectifs pédagogiques du projet. Mais à associer avec cette personne, bien sûr, il y a deux autres personnes, à savoir la personne qui gère le service de comptabilité et de gestion de votre établissement. Erasmus, on est sur des financements, donc il faut bien sûr qu'il y ait une personne qui soit associée dès le début, dès le montage du projet, dans cette dynamique-là, à savoir que ces personnes peuvent aussi partir en mobilité, ce qui peut être un élément pour, on va dire, pour motiver un petit peu les personnels de l'établissement. Évidemment, autre personne à motiver, c'est les chefs d'établissement, enfin le chef ou la chef d'établissement, qui va être pour le coup responsable légal du projet. En tant que responsable légal de la structure, c'est cette personne-là qui va signer le contrat avec Erasmus et qui engage donc sa responsabilité dans le projet. Donc c'est à une personne à associer dès le début des projets et on pense bien sûr à impliquer l'IEN dès le début du projet également. Donc, une fois qu'on a ces personnes-là, la première étape pour candidater à un projet Erasmus, et vous le verrez si vous envisagez de candidater et que quand vous jetterez un œil aux candidatures, la première étape, c'est identifier des besoins. On va vous demander de partir d'une analyse des besoins dans votre établissement pour déterminer ce que vous voulez faire. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est de savoir voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quels sont les besoins. Est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a des difficultés à mettre en place des formations autour du numérique dans l'établissement? Est-ce qu'on a tout simplement des envies d'ouverture et de travailler sur des compétences linguistiques, interculturelles avec une classe? Est-ce qu'on a envie de rendre son établissement plus attractif parce qu'on veut lui donner une dimension internationale? Est-ce qu'on a envie de relever des défis en termes de priorité éco-responsable dans l'établissement? Bref, tout ça, il faut analyser les besoins, mais ça peut être aussi, on a un problème de climat scolaire, on a un problème de manque d'ambition des élèves, etc. Ça, c'est les besoins qui vont déterminer, on va dire, la ligne de conduite de votre projet. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, il va falloir candidater. Je fais juste un petit focus sur le premier degré. On a souvent des questions de comment ça se passe dans le premier degré pour impulser ces projets-là, puisque ce que je viens de vous montrer, évidemment, ce trio-là s'applique au secondaire, mais ne s'applique pas au premier degré. Le premier degré a la particularité de ne pas avoir déjà de personnel dédié pour ces différents aspects et n'a pas d'entité juridique propre. Donc, une école du premier degré ne peut pas directement recevoir les fonds pour gérer un projet européen. Ça n'empêche pas le premier degré, bien sûr, de pouvoir participer à ces projets-là. Il faut savoir qu'en fait, il faudra trouver une structure qui pourra financièrement recevoir les fonds pour l'école. Donc, la possibilité, c'est de déposer un projet et de s'appuyer ensuite sur soit l'OCCE, soit l'USEP, soit la mairie pour le portage financier. L'autre possibilité, c'est d'insérer dans un projet académique, donc à savoir, tous les académies ont des projets déposés qui permettent de faire partir l'ensemble enfin l'ensemble, potentiellement l'ensemble des personnels et élèves de l'académie. Alors, ça fait beaucoup de monde, il ne fait pas partir tout le monde, bien sûr, mais il y a des projets qui sont menés au niveau académique dans lesquels il est possible de s'insérer, donc au niveau du rectorat, au niveau du bassin d'éducation ou au niveau d'une collectivité. Et l'autre possibilité, c'est de s'associer à des projets avec du secondaire pour favoriser notamment des projets interdegrés portés soit par le collège du secteur ou par un lycée. Ça, c'est les possibilités pour le premier degré. Concrètement, en termes de quelques exemples de montage de projet, parce que vous avez été nombreux à nous interroger dessus avant cette formation, c'est donc la possibilité de faire partir les enseignants d'une école en mobilité grâce au projet du rectorat. Donc, si le projet du rectorat a un objectif de formation continue des personnels, les enseignants donc, du premier degré peuvent se retrouver dans ces projets-là.
On pourrait donc avoir une école qui dépose son propre projet, donc là avec comme objectif de faire partir à la fois les enseignants et les élèves chez les partenaires européens. Mais on pourrait avoir aussi une des EN qui coordonne un projet pour toutes les écoles de son bassin d'éducation, ça c'est un montage qui est possible, ou une mairie qui pilote un projet pour toutes les écoles de la ville pour faire partir les personnels, ou par exemple un projet autour de la liaison interdegrés, comme je vous le disais, avec un collège par exemple qui porterait un projet dans lequel elle intégrerait des mobilités pour les écoles du secteur. Donc ça, c'est les possibilités de montage niveau premier degré. Une fois qu'on a passé ce cap-là et qu'on se lance dans un projet Erasmus, donc on a créé son équipe projet, on a trouvé une solution sur le portage financier, sachez qu'Erasmus prendra en charge, et c'est une question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce que Erasmus finance concrètement? On finance du soutien organisationnel, donc là c'est un forfait qui est versé à l'établissement pour l'aider à organiser la mobilité. On finance des forfaits de frais de voyage, bien sûr, hein, partir à l'étranger implique de se déplacer, sachant qu'on financera de manière forfaitaire en plus, on favorisera, on va dire, le déplacement en train plutôt qu'en avion. Donc si vous avez envie d'utiliser un moyen de transport plus éco-responsable que l'avion, vous aurez un bonus financier en plus. On finance du soutien individuel, ça c'est tout simplement des frais de séjour hein, pour permettre l'hébergement, les repas sur place, du soutien linguistique si nécessaire, les frais de formation et cours, hein, ce que je vous disais pour la mobilité de personnel qui souhaiterait aller suivre une formation payante. Mais on finance aussi des visites préparatoires, hein, donc quand on envoie notamment des élèves en mobilité, on a envie des fois de se rassurer voilà, sur l'établissement qui va accueillir nos élèves. Donc ça, c'est une possibilité. On finance aussi tous les coûts exceptionnels, donc en fait, ce qui ne serait pas pris en charge par le reste des forfaits, mais qui sont nécessaires au déplacement des élèves, sont pris en charge aux frais réels. Et donc le soutien inclusion que je vous ai mentionné quelques fois, qui permet de favoriser, faciliter la participation des personnes ayant moins d'opportunités dans le programme. Alors, maintenant, tout ça, c'est bien, on a un cadre général. La question suivante, c'est comment on y accède à ces projets de mobilité, maintenant qu'on a envie, qu'on a vu qu'il y avait des financements disponibles, qu'on pouvait faire plein de choses. Comment on candidate à ces projets-là, une fois qu'on a son équipe projet et ses besoins identifiés? Alors, il y a plusieurs choix possibles pour intégrer un projet de mobilité. La première option, c'est de rejoindre un consortium qui est déjà accrédité. Donc en fait, un projet, ça peut se porter seul ou à plusieurs. Et il y a des structures qui sont accréditées pour porter des consortiums, c'est-à-dire qu'elles portent des projets qui peuvent intégrer d'autres structures dans un même projet. Donc ça, c'est tout simplement un projet où, par exemple, on a un rectorat qui est coordinateur d'un projet et qui va permettre à différentes écoles primaires, à différents collèges, à différents lycées de participer au projet porté donc par le rectorat. Le coordinateur, ça peut être un rectorat, mais ça peut être un lycée pour d'autres lycées, un collège pour d'autres collèges, ou un collège pour d'autres écoles, ou un lycée pour des collèges et des écoles. Bref, les possibilités sont infinies. Peuvent être coordinateurs d'un projet, n'importe quel EPLE, collectivité territoriale ou autorité éducative. Donc on a l'embarras du choix là sur ces créations de consortium. Ce sera une candidature qui sera portée par le coordinateur du consortium et les autres établissements en fait n'auront pas de candidature à faire et recevront des fonds directement du coordinateur. Ensuite, l'autre option, et c'est celle qui est, on va dire, la plus encouragée pour vous, c'est le fait de rejoindre, enfin de demander, pardon, une accréditation Erasmus+. C'est la nouveauté du programme 2021-2027, c'est la manière la plus plus facile pour accéder au programme, c'est obtenir cette accréditation Erasmus+, pour organiser la mobilité. L'accréditation, elle est valable pour cette action clé 1, pour les projets de mobilité, et c'est la nouvelle manière d'entrer avec plein d'avantages dans le programme Erasmus+. Premier avantage de cette accréditation, c'est que c'est une simplification administrative. Pour ceux qui ont connu l'ancien programme, avant on était sur une démarche projet, donc il fallait déposer un projet, réaliser les mobilités, et l'année suivante ou 2 ans après, déposer un nouveau projet, et ainsi de suite, avec à chaque fois une candidature, un rapport final de projet. Là, on n'est plus dans cette démarche-là. Avec l'accréditation, c'est une seule candidature qui sera déposée et qui sera valable toute la durée du programme jusqu'en 2027. Donc, une seule fois, on établit donc son analyse des besoins, les objectifs qu'on se fixe, et on a cette feuille de route qui est valable jusqu'en 2027. Et ensuite, chaque année, on peut demander des financements, mais de manière très simple, c'est-à-dire on demandera juste
combien de mobilité je veux cette année, oui ou non. Ensuite, c'est donc un plan Erasmus plus souple. Donc là, la candidature d'accréditation, ça se base sur ce plan Erasmus qui est en fait votre stratégie d'ouverture à l'international sur les prochaines années. Donc c'est un grand mot, mais qui en fait est assez simple, hein. L'idée, c'est qu'on part de cette analyse des besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on décline en objectifs. Donc si vous avez voilà, des difficultés à mettre en place de la pédagogie autour du numérique en classe, ben, l'objectif, ça va être d'améliorer les pratiques pédagogiques avec du numérique. Et le moyen d'y accéder, ce sera par exemple ben, une formation des personnels autour du numérique, la mobilité, le travail conjoint entre des projets e-twinning et des projets Erasmus+, pour faciliter la prise en main d'outils informatiques par vos élèves, etc. Donc ça, c'est vraiment ça, votre plan Erasmus. Et ce plan Erasmus, il est souple. C'est-à-dire que vous allez l'écrire une première fois dans votre accréditation, mais si au bout de 2 ans, vous vous rendez compte que certains objectifs ont été atteints ou que de nouveaux sont apparus, il n'y a qu'à faire évoluer ce plan Erasmus sans avoir besoin de recandidater ou de faire une nouvelle demande d'accréditation. Si vous avez déposé en consortium, c'est-à-dire que si vous avez posé pour vous et pour d'autres établissements, vous pouvez aussi ajouter au fil de l'eau des nouveaux partenaires, de nouvelles activités à réaliser, le tout sans jamais avoir à recandidater complètement sur un projet. Cette accréditation-là, elle permet de définir donc votre propre stratégie d'ouverture à l'international. Elle s'adapte à votre organisme, elle s'adapte aux besoins qui évoluent. Donc, on est sur quelque chose de très personnalisé comme type de projet, hein. On n'est pas à essayer de rentrer dans des cases d'un projet prédéfini, mais au contraire, on fait adapter le projet à ses propres besoins, à sa propre stratégie. Et enfin, bah, l'accréditation, elle permet d'avoir un financement stable et garanti. C'est-à-dire que sur cette ancienne démarche projet, bah, on rédigeait un projet, il était validé ou pas, et potentiellement, bah, si on avait l'habitude de faire des projets tous les ans, certaines années, le projet n'était pas validé et on arrêtait du jour au lendemain l'organisation de projets européens. Là, une fois accrédité, une fois l'accréditation obtenue, chaque fois que vous demanderez des financements, vous êtes sûr d'obtenir des financements pour organiser la mobilité. Donc ça, c'est aussi permettre hein, d'avoir une vision sur du long terme et de pouvoir organiser de manière sûre et régulière des mobilités dans votre structure. Alors, je ne présenterai pas les dernières options de mobilité, notamment les projets de mobilité de courte durée, parce que là, en termes de timing, j'en parlerai un peu plus loin. Niveau calendrier, on est vraiment sur ces projets accréditation. Il existe une autre possibilité, donc, qui est de déposer un projet de mobilité de courte durée. C'est des possibilités sur lesquelles on fait moins de promotion, on vous encourage moins à déposer, tout simplement parce que bah, l'enveloppe déjà budgétaire dédiée à ces projets-là est un peu plus faible. Et surtout, en termes de pérennisation de vos projets, l'option qui est quand même la plus recommandée, c'est l'accréditation. À savoir que dans les projets de courte durée, on fait les mêmes activités. Il faut bien faire le distinguo entre projets de mobilité de courte durée c'est pas la même chose qu'une mobilité de courte durée. C'est-à-dire qu'on peut faire des mobilités longues ou courtes dans ces projets-là, comme on peut faire des mobilités longues ou courtes dans des projets accrédités. Les activités sont exactement les mêmes, c'est juste le type de projet, c'est-à-dire le type de démarche pour candidater qui est différent. Quelques outils aussi, parce que vous avez été nombreux à nous demander comment je trouve des partenaires, comment je trouve des cours et des formations, comment je me lance. Alors des outils que vous connaissez certainement très bien. Intéressant quand même de revenir sur comment ben, faire matcher, on va dire, ces habitudes que vous avez sur eTwinning et un projet Erasmus+. Je rappelle juste hein, que eTwinning, vous pouvez mener des projets sans jamais avoir de financement Erasmus+. Et de la même manière, il y a des personnes qui mènent des projets Erasmus+, sans passer par eTwinning. Nous, côté Erasmus, bah, on vous encourage quand même à utiliser eTwinning parce que pour le coup, les projets sont souvent de bien meilleure qualité. Vous nous demandez comment trouver des partenaires pour partir en mobilité. Ben, tout simplement, vos partenaires avec lesquels vous collaborez déjà sur eTwinning sont évidemment les personnes qu'on vous recommande, enfin les établissements qu'on vous recommande hein, comme structure d'accueil pour vos mobilités. Sur eTwinning, vous pouvez évidemment faire beaucoup de choses. Là, je vais vous présenter ce qui est intéressant dans le cadre d'un projet Erasmus+. Hein. eTwinning ne se limite pas à ça, mais vous pouvez bien sûr vous inspirer d'autres projets, consulter des ressources sur certaines thématiques. Vous pouvez donc rechercher vos partenaires. Il y a un forum hein, dédié à la recherche de partenaires et vous pouvez même faire des recherches de partenaires pour des projets Erasmus sur la plateforme eTwinning. Ce qu'on vous encourage à faire, hein, c'est mener des projets, donc ce qu'on appelle hybrides, mais qui est un gros mot pour dire tout simplement des projets où vous mêlez pardon, des activités collaboratives à distance et des activités collaboratives en présentiel grâce aux mobilités financées par Erasmus.
et aussi bien sûr la possibilité de diffuser, de valoriser les résultats du projet, tout simplement en rendant une partie de votre TwinSpace visible par exemple. Des possibilités aussi avec la plateforme School Education Gateway, notamment si vous cherchez justement des cours, des cours et formations hein, pour les activités de personnel. Donc là, vous avez un catalogue sur cette plateforme-là. La possibilité aussi d'aller consulter des articles, des ressources pédagogiques, de trouver des partenaires. Il y a aussi un forum de partenaires sur cette plateforme-là. Et vous pouvez également vous proposer pour accueillir des collègues européens. Bon, sachez que ces deux plateformes, eTwinning et School Education Gateway, sont en cours d'évolution et qu'une nouvelle plateforme viendra remplacer ces deux plateformes-là. Mais ces fonctionnalités seront bien sûr présentes sur la nouvelle plateforme. On pourra toujours trouver des partenaires, consulter des ressources, etc. Un autre outil que je trouve intéressant à vous présenter aujourd'hui, c'est ces rencontres européennes Erasmus+, qui s'appelaient avant les TCA pour certains, si vous avez déjà participé. C'est des activités en fait qui sont menées, organisées par les agences nationales Erasmus partout en Europe. C'est l'idée de réunir en fait lors d'un séminaire de contact ou d'une conférence thématique qui peut se tenir donc en ligne ou en présentiel, différents acteurs européens, différents porteurs de projets ou candidats européens sur une thématique donnée. Donc, par exemple, on peut avoir l'agence Erasmus allemande qui va organiser une thématique autour de monter un projet en milieu rural. Et en fait, chaque agence nationale sera en charge de trouver une petite délégation intéressée par cette thématique à emmener à ce séminaire-là. Vous retrouverez sur le site de l'agence la liste des rencontres européennes qui sont ouvertes à candidature. C'est une petite candidature, on est sur un tout petit formulaire type Typeform à remplir en ligne. Et pour le coup, donc, si vous êtes sélectionné, évidemment, votre déplacement est pris en charge par l'agence et vous partez des fois accompagné d'un personnel de l'agence à cette conférence-là. L'objectif étant aussi de rencontrer aussi des partenaires, d'échanger sur une thématique qui peut vous intéresser, etc. Voilà pour ces rencontres européennes. Je crois que j'arrive à la fin de cette présentation. Un petit rappel du calendrier. Donc là, le calendrier, on est là tout de suite sur une période qui est très, très charnière, puisque c'est le moment de vous lancer dans la rédaction et la candidature pour cette accréditation dont je viens de vous parler longuement. La clôture est le 19 octobre. Le formulaire est en ligne depuis la semaine dernière. A priori, il est encore en ligne en anglais, mais la version française devrait arriver d'un jour à l'autre. Donc, c'est possible de candidater dès maintenant, une fois ce petit travail de création d'équipe projet, etc., réalisé. Vous aurez en fait une période d'évaluation et si vous êtes accrédité, vous avez la réponse en janvier. Et dès février, il y a cette possibilité de demander des financements. Donc, en fait, l'accréditation en octobre. En janvier, je reçois, on va dire, cette carte de membre du programme. Et en février, on demande vraiment les financements de manière très succincte. Si vous n'avez pas réussi à obtenir votre accréditation là, il y a toujours cette option, en effet, de déposer un projet de mobilité de courte durée en février également. Les résultats sont en mai, donc de la demande de financement ou des projets de mobilité de courte durée, pour des projets qui peuvent débuter dès début juin, donc des possibilités d'organiser des mobilités là dès la fin de cette année, enfin, pas scolaire de cette année, pardon, dès l'année suivante. Pour vous faire accompagner donc, dans ces démarches-là, la première étape, c'est de contacter la DAREC de son académie. Donc la DAREC, délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. C'est votre point de contact au niveau local, au niveau académique, pour tout ce qui va toucher, on va dire, à l'ouverture européenne, que ce soit pour vous faire accompagner dans le montage de projets, pour connaître les projets déjà existants dans l'académie, les consortiums qui sont déjà présents, les projets portés par l'académie également, peut-être des idées de partenaires européens, de formation, etc. Donc, c'est votre premier contact. Si vous voulez trouver tout plein de renseignements, le site des candidats qu'on met à disposition, nous, Agence Erasmus, c'est le site monprojeterasmusplus.fr. Vous y retrouverez les présentations de chaque action clé du programme, des conseils pour candidater, etc. Et à défaut, vous pouvez nous écrire, bien sûr, à l'adresse promotion.scolaire@erasmus.fr. C'est donc l'adresse que nous gérons avec mes collègues Agnès et Noémie et moi, donc sur le secteur scolaire
en priorité, mais on vous renverra sur les adresses de nos collègues si votre projet relève d'un autre secteur éducatif. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Donc, je vais te les transmettre. Donc, comment fait-on pour obtenir une accréditation? Alors, attendez, je reviens à la page parce que je faisais défiler mon écran, je ne voyais rien. Alors, pour déposer une accréditation, donc là, il faut aller sur ce formulaire en ligne. Donc, par exemple, vous voulez déposer une accréditation pour votre structure, vous allez sur le formulaire via un lien que je peux vous envoyer dans le chat. Et il faut donc compléter ce formulaire en ligne accréditation d'ici le 19 octobre. Et combien y a-t-il de délai pour cette accréditation? Je crois que tu as répondu puisque tu as demandé en octobre, le 19 octobre, et les C'est résultats, ça. c'est en janvier, hein, d'accord? Le résultat en janvier et après, elle est valable jusqu'en 2027. Donc, c'est une seule fois et après, c'est valable jusqu'à la fin du programme. D'accord. Donc, la demande d'accréditation est-elle conditionnée à un engagement dans la durée de son projet? Par exemple, faire un projet de minimum 2 ans? Alors, une fois qu'on a engagé, l'idée, c'est d'avoir une stratégie quand même sur du long terme. Après, on ne vous demandera pas de demander, par exemple, des financements tous les ans. Cette demande de financement, elle peut se faire, vous pouvez demander l'accréditation en octobre, déposer en février une demande de financement, et finalement, l'année prochaine, vous rendre compte que, ben, voilà, vous faites une pause et redemandez l'année d'après. On est bien quand même sur une idée d'organiser des projets, sur du long terme, bien sûr. Alors, une question d'actualité en quelque sorte. Pour une visite préparatoire en septembre 2022, peut-on avoir une aide financière alors que nous n'avons pas encore déposé de dossier Erasmus? Non, tous les financements Erasmus se font dans le cadre d'un projet Erasmus. Donc, il faut qu'elles aient lieu dans la durée contractuelle de votre projet. Donc, les visites préparatoires seront possibles une fois que vous aurez un projet Erasmus validé et financé. Ce qui se fait avant, malheureusement, n'est pas pris en charge. Faut-il déposer 2 projets Erasmus si on souhaite des mobilités élèves et des mobilités enseignants personnels? Non, alors l'avantage qu'il y a, c'est que dans cette accréditation Erasmus, vous allez pouvoir y mettre tous les besoins de votre établissement, que ce soit donc des projets où vous ferez partir, enfin des activités où vous ferez partir élèves et enseignants en même temps. Vous pouvez aussi avoir un objectif spécifique pour juste la formation des personnels. Vous pouvez avoir un objectif spécifique pour de la mobilité individuelle d'élèves, c'est-à-dire faire partir quelques élèves, faire un trimestre à l'étranger par exemple. Comme vous pouvez avoir un objectif sur de la mobilité de personnel non enseignant, hein. Il y a des projets on voit partir les infirmiers scolaires, les personnels de cantine, etc. Mais tous ces objectifs-là, toutes ces ambitions, on va dire, là, vont faire partir d'un même projet d'établissement dans une même candidature. Alors, je pense que tu vas faire la même réponse. Nous sommes 2 collègues de 2 établissements. Est-il possible de faire un projet commun à ces 2 établissements différents, donc du coup? Alors, pour le coup, 2 établissements égale 2 projets. On est bien sur des projets d'établissement. Après, vous pouvez déposer un projet en consortium. Donc, c'est-à-dire une structure qui porte le projet et la structure de la collègue qui sera, du ou de la collègue qui sera partenaire de ce consortium-là. Mais un projet, ça ne se monte pas juste par affinité de 2 enseignants de 2 établissements, puisque de toute manière, il faudra dedans rédiger la stratégie de la structure complète. Donc, pour le coup, c'est bien 2 projets, enfin, ou un projet à 2 établissements, mais ce n'est pas un seul et même projet. Bon, je pense que tu vas mettre le lien dans le chat, mais le dossier est-il en ligne sur le site, Mon projet Erasmus, donc le dossier d'accréditation, j'imagine? Alors, le dossier d'accréditation, vous pouvez y accéder via mon projet Erasmus, mais ce n'est pas nous qui gérons à l'agence, c'est le site européen de candidature. Je vais vous envoyer le lien dans le chat en suivant. Donc, c'est bien sur la plateforme européenne qu'il faut candidater. Il y a une plateforme tout à fait chaleureuse de la Commission européenne qui est, hop, alors j'essaie de vous renvoyer directement le lien là. Donc, c'est une plateforme de la Commission européenne sur laquelle il faut avoir au préalable créé un compte UE-Login comme toutes les plateformes européennes. Et une fois ce compte créé, vous pouvez accéder au formulaire accréditation. Merci. À ce jour, il n'est donc pas possible de monter un projet, même de courte durée, pour l'année scolaire 2022-2023? Non.
Non, non, là pour le coup, c'est des projets qui s'anticipent un petit peu, hein, on n'obtient pas des financements d'un mois sur l'autre. Donc, c'est des projets qu'on vous conseille de réfléchir à N-1 minimum. Et donc là, les prochaines mobilités que vous pourrez faire financer, si vous n'avez pas candidaté là, sur les appels 2022 de février, les prochains financements seront possibles à partir de juin 2023. Donc oui, on sera sur l'année scolaire 2022-2023, mais fin d'année 2000, juin 2023, fin d'année scolaire en tout cas. Alors, une petite précision par rapport à une précédente question. Est-il possible de faire un projet pour 2 établissements d'un même groupe scolaire, collège plus lycée, par exemple? Alors, un même groupe scolaire, c'est à moins que vous ayez des entités juridiques différentes, mais c'est rare. Souvent, les groupes scolaires, en fait, c'est un seul numéro SIRET ou sirène, et vous êtes en fait un seul et même établissement, donc ce sera une candidature pour tout l'établissement, dans lequel vous allez intégrer des objectifs spécifiques pour le premier degré, pour le collège, pour le lycée, etc. La seule chose qui pourrait faire que vous ayez à déposer 2 projets, c'est que si vous relevez de plusieurs secteurs éducatifs, il faudra déposer une accréditation par secteur éducatif. Donc, par exemple, un lycée polyvalent qui aurait à la fois de la voie générale et de la voie professionnelle devra poser une accréditation scolaire et une accréditation formation professionnelle. Mais le groupe scolaire, si vous avez que maternelle, collège, lycée de la voie générale, tous ces publics-là relèvent du secteur scolaire, donc vous n'avez qu'une accréditation sur le secteur scolaire à poser si vous êtes bien une seule et même entité juridique, oui. Alors, c'est une question. On peut être plusieurs établissements, ensemble général et pro, et avoir des demandes de mobilité différentes? Point d'interrogation. Je ne suis pas sûre d'avoir compris cette question-là. Attends, j'essaie de la trouver dans le Donc chat. on est 2 établissements en fait, une de la voie générale et une de la voie pro et est-ce donc est-ce qu'il faut avoir, des demandes de mobilité différentes en fait? Mais de façon déjà générale et professionnelle, ça Oui, va être des général demandes et différentes, hein? professionnel, ce ne sera déjà pas les mêmes activités et ce ne sera pas le même projet en effet. Mais si vous êtes plusieurs établissements, de toute manière, c'est plusieurs projets. Oui, voilà. Merci pour vos réponses, il n'y a pas de quoi. Combien de collègues doivent faire partie de ce projet pour être validés? J'ai eu une question téléphonique, justement ce matin où c'était une collègue qui était, dans une petite école et qui était toute seule et voulait savoir si c'était possible toute seule de partir. Alors, c'est possible de partir tout seul, mais ça dépendra évidemment de la taille de la structure. C'est-à-dire que si c'est une école, une petite école maternelle à 2 classes avec 2 enseignantes, on n'attend pas à ce qu'il y ait un comité de pilotage de 10 personnes, évidemment. Ça peut être le projet voilà, d'une enseignante, parce qu'on est sur quelque chose d'une toute petite structure. Si vous êtes dans un lycée à 1000 élèves, 60, je ne sais pas, 80 enseignants, il faut avoir une équipe. Et là, on parle plutôt d'une équipe de au moins 5-6 personnes qui s'impliquent dans le projet. Surtout si vous êtes dans le secondaire, votre équipe de projet doit inclure au minimum gestionnaire et chef d'établissement. Donc, on est au moins sur 3 personnes normalement. Après, rien n'empêche hein, qu'il y ait cette équipe-là et que tout le monde ne parte pas, qu'il n'y ait qu'un enseignant qui parte, qu'il n'y ait qu'une classe qui parte, etc. Mais par contre, pour créer le projet, ne serait-ce qu'en termes de charge de travail, on vous recommande d'être plusieurs quand même. C'est plus facilitant. Sauf si on est sur du tout petit projet pour la mobilité d'un ou une enseignante. Là, pour le coup, ça peut être porté par la seule personne, bien sûr. Pour un projet mobilité élève, y a-t-il un nombre maximum d'élèves qui peuvent partir? Non, pour le coup, vous pouvez faire partir autant d'élèves que vous le voulez. Sur la mobilité de groupe d'élèves, la mobilité vraiment type échange scolaire, voyage scolaire, le minimum c'est 2, puisqu'il en est question d'un groupe. Donc c'est minimum 2, mais il n'y a pas de maximum, tant que c'est cohérent, évidemment, en termes de nombre d'accompagnateurs que vous emmenez. Et c'est ce que vous sentez. Si vous vous sentez de partir avec 80 élèves, partez avec 80 élèves. Mais ça, il y a pas de nombre maximum, bien sûr. Nous avons obtenu une accréditation et fait la demande de financement de mobilité il y a quelques semaines. À quelle date est-il prévu que nous ayons accès à ces financements et la confirmation du nombre de mobilités financées? Les premières mobilités sont envisagées à l'automne 2022. Euh, oui, alors pour le coup, quand vous dites il y a quelques semaines, j'espère que c'était donc le 23 février, puisque c'était ça la clôture hein, pour la demande. Donc c'était il y a quelques nombreuses semaines. Et vous allez avoir la réponse
très prochainement, puisqu'il me semble que le comité national d'évaluation était la semaine dernière pour nous. Les réponses, il me semble que c'était prévu à fin mai, donc je pense début de semaine prochaine, vous avez des réponses, sachant que pour certains, elles peuvent commencer à partir même du 1er juin. Donc normalement, vous devriez avoir les réponses là dans les jours qui viennent, mais pour l'automne, vous êtes large, vous aurez la réponse bien avant. Alors, peut-on déposer le même projet pédagogique pour l'accréditation et le partenariat simplifié, entre parenthèses, pour que les élèves puissent partir dès l'année scolaire prochaine? Alors là, ce que vous me demandez, c'est si vous pouvez contourner la règle des dépôts et en demandant un partenariat simplifié qui n'en sera pas un à l'automne pour faire partir des élèves sur un projet de mobilité qui sera un faux projet de partenariat. Je crois que c'est ça la demande. La réponse est non, puisqu'un projet de partenariat, c'est un projet de partenariat. Donc la mobilité, elle doit avoir une finalité un petit peu différente. Vous pouvez tout à fait demander un projet de partenariat à l'automne. Il y a en effet un deuxième appel le 4 octobre, mais c'est bien pour des projets de partenariat simplifié, ce n'est pas des projets de mobilité. Donc la finalité est quand même loin d'être la même. Après, si vous avez un projet de partenariat qui est construit, qui est un vrai projet de partenariat, vous pouvez, à l'intérieur de ce projet de partenariat, organiser de la mobilité d'élèves, mais on n'est quand même pas du tout sur la même démarche. Un projet de partenariat ne remplace pas un projet de mobilité, mais vous pouvez tout à fait candidater à un projet de partenariat à l'automne. Alors, quand nous sommes enseignants remplaçants avec changement d'école tous les ans, si j'ai compris, nous n'avons pas de possibilité de projet de mobilité pour une formation? Bah, vous pouvez en avoir, mais il faut pour le coup que l'établissement alors c'est-à-dire que vous, si vous êtes dans un établissement différent tous les ans, vous n'aurez pas la possibilité vous-même d'impulser et de rédiger un projet puisqu'en effet, ça s'anticipe à N-1. Par contre, si vous êtes dans un établissement qui, lui, organise des mobilités, vous pouvez en bénéficier comme n'importe quel personnel de l'établissement. Ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est de vous rapprocher du rectorat et de voir s'il y a des possibilités de mobilité via les projets du rectorat, parce que là, pour le coup, le rectorat peut anticiper et faire partir ses personnels y compris, voilà, y compris des personnels qui sont mobiles d'une année sur l'autre. En effet, voilà, prévoir un projet, le monter, ça demande souvent d'être sur un établissement au moins 2 années consécutives entre le temps de rédaction du projet et le temps de sa mise en œuvre. Par contre, voilà, si vous êtes dans un établissement qui, lui, a déjà une accréditation en cours et des projets, validés, vous pouvez en bénéficier, bien sûr. Un même établissement peut-il avoir plusieurs projets Erasmus, plusieurs types de mobilité? Alors dans une même accréditation, vous pouvez avoir plusieurs activités possibles. De la mobilité de personnel, plein de mobilité de personnel, plein de mobilité d'élèves. Mais ce sera bien un seul et même projet, hein, c'est l'objectif de cette accréditation. Dans une accréditation, vous y faites rentrer tous vos besoins en termes de mobilité pour tous les personnels, pour tous les élèves. Donc ce sera un seul projet, une seule accréditation et plein de voilà. Mais par exemple, dans votre accréditation, vous pouvez avoir votre accréditation. La première année, vous organisez la mobilité, je ne sais pas, de 5 enseignants en interdisciplinaire pour aller se former au numérique. L'année d'après, ça peut être 3 autres enseignants qui partent avec leur classe pour faire de la mobilité de groupe d'élèves. L'année d'après, c'est du personnel enseignant, non enseignant qui partent ensemble sur une formation sur, je ne sais pas, la prévention du burn-out en milieu scolaire. Enfin bref, il peut y avoir plein de... Mais tous ces projets-là rentrent dans un même projet, en fait. Une accréditation, c'est un cadre général dans lequel vous allez pouvoir faire entrer plein de projets pédagogiques, plein d'objectifs de votre établissement dans cette accréditation. Alors c'est relatif à une question précédente. On avait, une question sur un groupe scolaire avec un collège, et un lycée général. C'est le même chef d'établissement, mais un RNE différent pour, le collège et le lycée. Est-ce que c'est bien 2 structures juridiques différentes ou est-ce que c'est qu'une structure? Est-ce qu'on peut Alors, le pas donner RNE, c'est encore différent parce que ça, pour le coup, une université peut en avoir 10 différentes, mais ce sera toujours la même entité juridique à creuser. Mais je pense quand même que vous avez une seule entité juridique. d'accord. Est-ce que le calendrier pour rejoindre un consortium du rectorat est le même que pour une demande d'accréditation Erasmus, date du 19 octobre? Alors ça dépend des académies, mais sachez que donc les académies vont déposer des demandes de financement au même titre que n'importe quel établissement, c'est-à-dire qu'ils font leur demande en février et ils font partir ensuite les
ils reçoivent les fonds en même temps. Donc, il faut avant février se manifester, je pense, auprès des établissements. Après, auprès des rectorats, certains rectorats font des demandes très largement et redistribuent les bourses qui sont non utilisées. Ça, c'est vraiment une gestion qui est interne au niveau académique. Donc, il faut prendre contact avec votre DAREC pour le coup pour avoir ces réponses-là. Mais ça suit le même calendrier qu'un calendrier Erasmus normal, c'est-à-dire la demande de financement en février, la réponse en mai et les possibilités d'organiser dès juin. Voilà. Si nous avons déjà une accréditation et un projet de mobilité avec l'Irlande, peut-on l'année prochaine ajouter un partenaire espagnol et organiser une deuxième mobilité? Oui, alors ce que vous appelez des partenaires dans l'accréditation, vous avez dû le voir au moment de la saisie de votre demande de financement. Nous, on ne vous demande même pas dans quel pays vous allez. On vous demande quel type d'activité vous voulez faire. Donc, pour le coup, vous pouvez avoir 25 partenaires différents tous les ans. Il n'y a pas de souci, c'est ce que je vous dis. Vous intégrez, c'est cette flexibilité avec l'accréditation. Pour vous, c'est des partenaires avec lesquels vous travaillez de longue date, peut-être. Pour nous, c'est des structures d'accueil pour vos mobilités. Donc, vous pouvez en changer tous les ans, il n'y a vraiment pas de problème. Et vous verrez hein, sur le formulaire de demande de financement, on ne vous demande même pas la destination. Donc, oui, bien sûr. Donc, évidemment, les activités que vous allez faire là-bas rentrent bien dans les objectifs généraux de votre accréditation que vous étiez fixé, quoi. Alors, avec une demande déposée le 4 octobre pour un projet de mobilité de courte durée, quand peut-on débloquer les fonds? Il n'y a pas d'appel au 4 octobre pour des projets de mobilité de courte durée. Ça n'existe pas. Le 4 octobre, il y a un appel pour les partenariats simplifiés. Les projets de courte durée, nous, on ne fait qu'un seul appel en France. Ça dépend des agences. Il y a des agences qui en font deux. Nous n'en faisons pas en France sur cette action-là, sur l'action clé 122, projet de mobilité de courte durée. Il n'y a qu'un seul appel annuel qui est donc en février. Voilà, donc vous n'aurez pas de financement pour la mobilité si vite, je suis désolée. Si on obtient une accréditation Erasmus+, et on veut faire un échange scolaire, l'établissement d'échange doit aussi être accrédité, point d'interrogation? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la nouveauté hein, par rapport à ce que vous faisiez avant de projets d'échange scolaire où en fait vous demandiez déjà avec vos partenaires, donc on va dire la réciprocité était automatique. Là, en effet, on est bien sur une démarche où vous allez faire la demande pour vos fonds pour que vos élèves, vos personnels partent. Si vous voulez que eux aussi viennent vous rendre visite, eux vont devoir faire de leur côté leur propre demande de financement. Alors que ce soit via une accréditation, via un projet de mobilité courte durée ou un tout autre financement européen ou national, peu importe. Mais en effet, ils vont devoir trouver des financements pour venir vous voir. On est bien là, ce que vous allez recevoir, vous, sur votre projet Erasmus de mobilité à vous, c'est bien les fonds pour que vous partiez ailleurs et pas les fonds pour que vos partenaires viennent. Tout à fait. Alors une question extrêmement précise sur le site Erasmus+, dans quel onglet doit-on aller pour télécharger le formulaire de candidature? Alors, le formulaire, il se télécharge pas, enfin, il se télécharge pas. Vous pouvez le télécharger une fois que vous avez commencé à le compléter. On ne le met pas à disposition, nous, parce qu'en fait, c'est un formulaire où il faut cliquer plein de fois pour avoir des... On ne peut pas le télécharger et qu'il soit très visible, en fait, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Par contre, je vous ai copié le lien, je vous le recopie. On est bien sur un formulaire qui est à compléter en ligne. Je vous remets le lien là. Après, je pourrais vous envoyer, je peux vous envoyer si vous voulez un exemple de formulaire, mais vous allez voir, il n'y a pas tout qui apparaît dessus parce qu'il y a beaucoup de choses où, en fonction de ce qu'on coche, il y a des nouvelles rubriques qui s'ouvrent. Donc, je peux vous envoyer le PDF, mais c'est pas. Je vous le télécharge là tout de suite si vous voulez et je vous montre, mais c'est pas. Le mieux, c'est d'aller vraiment le remplir en ligne, enfin commencer à le remplir et déjà dès que vous remplissez quelques cases, vous pouvez après vous le télécharger si vous voulez le montrer à des collègues et travailler ensemble dans votre établissement, ce qui est une très bonne idée. Vous pouvez voilà, vous pouvez le télécharger, mais ça implique voilà, ça implique d'avoir déjà ouvert une candidature pour le faire, mais je vous en télécharge un exemple. Je vous le mets là, je dois pouvoir joindre un fichier, hein, c'est ça sur Teams. Comment je Alors, fais ça? ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre les 2 dernières questions. On va
conclure et ensuite, hors enregistrement, on pourra éventuellement continuer à répondre à quelques questions s'il y en a encore. Donc, je réponds déjà à la première question. Pourrions-nous avoir l'enregistrement ainsi que le Geniali afin de relayer à nos collègues? Il n'y a aucun problème. Tous les participants, qui se soient enregistrés, comme vous, pour assister en direct ou pour recevoir l'enregistrement, vont être destinataires d'un message que je vais envoyer avec, le lien vers l'enregistrement de la formation et également le lien vers le Geniali, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, une autre question, quelles sont les bases de calcul pour un hébergement d'élèves qui irait étudier quelques mois dans un autre pays? Alors les bases de calcul, elles se font en fait c'est des forfaits, c'est du forfait. Donc en fait, il sera calculé, il y a un forfait par jour en fonction des pays qui sont classés, on va dire, par coût de la vie dans le pays. Donc il y a des différentes catégories de pays. En fonction du pays, vous trouverez, alors tout ça c'est dans le guide du programme, hein, il y a moyen d'aller creuser plus en détail, je ne les connais pas tous par cœur, mais vous avez un forfait journalier. Et en fait, s'il y a tant de jours dans tel pays, ça fait une somme globale. Des retours qu'on a, c'est plutôt correct. Alors, faut pas espérer dormir dans un hôtel resort 5 étoiles avec spa toutes les nuits, mais ça permet tout à fait voilà, ça permet de payer un hébergement. Après, c'est au choix aussi de chaque établissement. Certains préfèrent privilégier de l'accueil dans des familles, c'est-à-dire si vous allez dans un établissement, dans les familles voilà, des parents des élèves de l'établissement. Euh, Certains préfèrent trouver un internat. Il y a des possibilités de location d'internat, des fois dans des établissements scolaires ou d'auberges de jeunesse, etc. Mais voilà, donc le forfait permet le séjour normalement sans souci, sans demander de participation aux familles, tant qu'on n'est pas dans des attentes de grand luxe non plus, puisque je ne pense pas que ça aille jusque-là. Alors, pour l'enregistrement simplement, on va conclure ici. Je vois qu'il y a encore, quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Pour l'enregistrement, on va vous dire effectivement, un au revoir et en souhaitant vous revoir, bientôt dans les visioconférences, sachant que, pour l'instant, c'est la dernière visioconférence qui est programmée pour cette année, mais il est possible qu'on en fasse une autre. En particulier avec l'ouverture de la nouvelle plateforme, donc on verra si on peut, faire une petite visioconférence avec, les nouveautés. Donc merci à tous et à bientôt. Merci à tous.